Bienvenue ici dans le Reflector Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors déjà, je voulais vous remercier pour vos retours chaleureux, pour votre écoute, votre assiduité aussi. Vous êtes beaucoup à écouter, réécouter le podcast. Donc merci pour vos feedbacks et merci pour l'intérêt, pour votre présence dans cette aventure. Je vais continuer aujourd'hui à parler système nerveux, parler trauma, parler régulation. Parce que c'est vraiment le cœur du sujet finalement depuis le début du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des conditions en fait de la guérison ou des conditions d'une transformation intérieure. Quelles sont finalement les conditions nécessaires pour qu'on puisse vraiment guérir et avoir un processus de transmutation, de transformation, d'actualisation qui soit à la fois efficace et vraiment digeste, intégrable. Parce que beaucoup de gens viennent me voir, ils ont fait déjà plein de choses et viennent un peu avec quelquefois cette boulimie de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il y a quelque chose qui est coincé, quelque chose qui cloche avec moi. Ils viennent avec cette idée qu'il y a quelque chose à réparer, quelque chose qui est à fixer et ça peut amener dans une forme, quand je dis boulimie, une forme de compulsion, en fait, d'addiction à la guérison, au travail sur soi, au développement personnel. Et en fait, il y a dans cette attitude, je vois bien souvent un mécanisme d'accumulation. En fait, on accumule les stages, on accumule les retraites, on accumule les soins avec les thérapeutes divers et variés, les chamans, la kinésio, on fait le MDR, on fait toutes les techniques qui passent par la main en essayant tant bien que mal de retrouver une forme d'équilibre, jusqu'à quelquefois même une forme d'épuisement, un côté désespéré. Donc je vois des gens arriver qui ont tout essayé et qui sont désespérés. Et en fait, je réalise que bien souvent, on oublie une question fondamentale, essentielle, qui est: est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à guérir? Est-ce qu'il y a les conditions qui sont réunies ici pour que mon corps puisse métaboliser en fait ce qui porte encore comme mémoire? Donc je vous invite pour aussi peut-être bien comprendre et peut-être éclairer ce dont je vais parler aujourd'hui. Vous pouvez aller voir l'épisode sur le trauma, en fait, la biologie du trauma. Quand on parle d'un trauma, en fait, on parle d'un événement ou d'une situation qu'on n'a pas pu complètement digérer. Donc qui est resté que partiellement digéré dans notre système. Et donc le système nerveux n'a pas pu aller à son cycle complet de déploiement, d'intégration. Et du coup, en général, il y a une partie du feu réactif du stress qui a été activé et qui n'a pas été jusqu'à apaisement. Hein. Donc ça peut être une définition qu'on donne du trauma. C'est finalement un moment où on a vécu une peur, une insécurité, un élément qui nous a chamboulé intérieurement et que le système n'a pas pu avoir la chance, l'espace, les conditions à ce moment-là pour revenir à un état à nouveau de sécurité, d'apaisement, d'équilibre. Donc finalement, on pourrait dire un trauma, c'est une peur qui s'est activée et qui s'est jamais vraiment complètement désactivée. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de notre système de défense et notre système de réaction au stress, donc de fuite et de combat, qui est resté actif et qui n'est pas revenu à son cycle d'apaisement. C'est-à-dire que le système parasympathique n'a pas pu revenir en parasympathique, en détente et en repos.
Et quand ça n'a pas pu se passer, bah, il y a une part, en fait, cette part du système sympathique qui n'a pas pu revenir à l'apaisement, ce feu, en fait, il a dû être refroidi temporairement et ça a créé une forme de figement, de dissociation dans le système qui garde finalement en mémoire, en stand-by, ce mouvement interrompu jusqu'à ce qu'il trouve résorption. Et au final, j'entends beaucoup de gens, maintenant on entend beaucoup le travail somatique, le travail sur le système nerveux, et c'est merveilleux que je pense que le mot se passe, voilà, qu'on fasse de nos systèmes nerveux et qu'on ait un narratif surtout autour du système nerveux, d'en faire un ami et qu'on comprenne ses ressources plutôt que de finalement lutter contre nous-mêmes. Donc je pense que c'est vraiment important que ce message sur le système nerveux se passe, hein. Mais du coup, on en arrive aussi à complexifier les choses, à se dire, bah oui, mais en fonction de tel état de mon système nerveux, il faut que je fasse telle pratique pour me réguler, etc. Et on arrive à des complexités qui, à mon sens, ne sont pas vraiment nécessaires. Comme s'il fallait avoir une carte hyper précise de quel état du système nerveux j'ai pour faire la pratique qui serait adaptée pour me réguler. Euh, alors, je ne dis pas, effectivement, en fonction des différents états du système nerveux, certaines pratiques peuvent être plus adaptées que d'autres, mais on en revient à nouveau à une espèce de compulsion, d'addiction à se dire non mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi et de se mettre dans une case, de se poser un symptôme et en face de ce symptôme de poser une énergie solution qui viendrait éradiquer le symptôme. Alors qu'en fait, à mon sens, c'est beaucoup beaucoup plus simple que ça. Finalement, quel que soit l'état de notre système nerveux, l'état de dérégulation, l'état d'activation, appelez-le comme vous voulez, la réponse ce sera toujours la même. L'énergie solution, c'est toujours la même. C'est comment je trouve la sécurité nécessaire que j'ai pas eue au moment de l'événement trauma. Parce que ce qu'on appelle traumatisme, c'est finalement toutes les conséquences que ça a créé sur mon corps de compenser en fait ce moment qui n'a pas été digéré. Donc c'est une quantité de réactions en chaîne qui s'accumulent et qui s'empilent les unes sur les autres. Et c'est ça le traumatisme. C'est qu'on a mis en place quantité de mécanismes de compensation pour mettre à distance cet événement qui était indigeste. Et il était indigeste pourquoi? Simplement parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Donc l'énergie solution, elle n'est pas compliquée. Il n'y a pas besoin de techniques très complexes, très poussées ou quoi que ce soit. On en revient à voilà, sécurité, stabilité, simplicité. C'est toujours simple. À un moment donné, j'ai pas eu la sécurité nécessaire. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, à partir d'un état stable, je peux donner cette sécurité à mon système et qui reçoive simplement cette information de sécurité. Et une fois que le système a reçu cette information de sécurité, très naturellement, il va commencer à métaboliser, à digérer, à intégrer l'information qui était en suspens et qui crée toute cette tension, tous ces mécanismes de compensation par voie de conséquence. Donc ça, je pense que c'est très important de le mentionner et d'insister là-dessus parce que, au fond, il n'y a pas à apprendre à réguler son système nerveux. Le système nerveux se régule naturellement par lui-même. Le corps a une intelligence organique qui travaille très bien d'elle-même. Il n'y a pas besoin de devenir expert dans la régulation du système nerveux. Notre corps est le meilleur expert qui soit dans la régulation du système nerveux. Le problème, c'est nous qui nous mettons en travers pour raconter une histoire et essayer de mettre énormément de cognitif, de compréhension, d'analyse, de rationalisation. Et en fait, en faisant ça, on ne fait que retarder l'actualisation, l'intégration, la digestion du corps. Parce que plus on va essayer de comprendre, plus on s'éloigne en fait de cet état stable, sécure, qui est juste d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. C'est aussi simple que ça. Au fond, on a trois besoins fondamentaux. On a besoin d'être vu pour qui on est. On a besoin d'être écouté, entendu pour qui on est. Et on a besoin d'être senti, d'être embrassé, d'être touché, d'être vraiment tenu, on pourrait dire, contenu tel qu'on est. C'est ça les trois besoins fondamentaux qu'on n'a pas eu complètement quand on était enfant et qu'on n'a pas eu au moment où il y a eu un choc, où il y a eu un trauma. C'est qu'il y a une de ces trois choses qui nous a manqué en fait. Il n'y a pas eu le respect de notre rythme,
Il n'y a pas eu le respect complètement de la personne qu'on était à ce moment-là et on n'a pas pu être vu, tenu, contenu dans cette peur qui s'est activée à ce moment-là. Cette énergie de séparation, cette énergie de contraction, elle n'a pas pu être accueillie complètement à ce moment-là. Donc l'énergie ressource, c'est simplement ça, c'est comment je peux donner la sécurité pour que cette peur, petit à petit, voilà, je puisse lui dire, t'inquiète pas, tu peux te déposer, je suis là. Voilà, c'est ça l'énergie solution. Et quel que soit, je le répète, quel que soit l'état du système nerveux, l'énergie solution, c'est je suis là, tu peux te déposer, exprime ce qui est là, tu es en sécurité, vas-y. Je peux prendre tout ce qui est là. C'est ça qu'on attendait à ce moment-là. Le parent qu'on n'a pas eu, c'était quelqu'un qui pouvait simplement nous dire j'ai pas peur de ta peur, j'ai pas peur de ton insécurité. Moi, je suis bien, je suis établi en moi-même, je suis sécure, stable, je peux prendre tout ce qui est là. C'est très 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 simple. Et le corps, à partir du moment où on lui donne cette information-là, il rentre en mode relaxation et digestion. Et ça prend pas des heures, ça prend pas des jours et des jours de pratique approfondie, de techniques somatiques complexes. Non, c'est instantané. À partir du moment, c'est ça la co-régulation. C'est qu'à partir du moment où le corps reçoit l'information que en fait cette peur elle est ok, instantanément, la part gardienne qui protégeait la part blessée, elle lâche prise et elle donne accès à la part blessée. Parce que ce qui faisait qu'elle ne donnait pas accès à la part blessée, c'est qu'il n'y avait pas la sécurité. La part protective vient parce qu'il n'y a pas la sécurité. Donc quand il y a la sécurité, la part protective lâche et en dessous, très naturellement, très organiquement, et sans qu'il y ait besoin de catharsis phénoménale, d'expression dramatique des émotions, etc. C'est pareil, ça c'est pas nécessaire. Ça arrive quelquefois, eh ben, évidemment il y a des pleurs, il y a un cri, il y a une colère qui sort, il y a des tensions qui s'expriment bien évidemment. Mais quand ça devient théâtral, presque surjoué, comme on peut les voir sur les vidéos internet de gens qui rentrent en convulsion et qui pleurent toutes les larmes de leur corps, etc. Non, ça c'est du théâtre. Quand on relâche quelque chose de profond, c'est lent, c'est organique, c'est simple, c'est spontané, et ça n'a pas besoin d'être théâtral. Voilà. Alors je ne veux pas critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit et dire mais alors du coup si je vis une émotion forte c'est que c'était faux. Je ne suis pas en train de dire ça et de critiquer quoi que ce soit. Crier à des moments où il y a besoin d'exprimer les choses avec plus ou moins d'intensité, sentez-vous complètement libre. C'est pas à moi de juger ça. Mais là, ce que je viens poser, c'est quand il y a des processus qui sont un petit peu forcés, en fait, qu'on active l'énergie de manière un petit peu forcée, ça va créer de l'autre côté une expression aussi dramatique de l'émotionnel, justement parce qu'on court-circuite la part gardienne. Quand vous voyez des gens qui rentrent vraiment en convulsion, etc., c'est justement la part gardienne qui vient résister. Donc c'est qu'il y a une intensité énergétique que le corps, auquel le corps et le système nerveux résistent. Donc, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécure au final de simplement accueillir, reconnaître cette part gardienne à partir d'un état serein, d'un état régulé. Et d'attendre en fait, très patiemment, tranquillement, que le gardien ouvre la porte. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller avec un pied de biche pour ouvrir la porte. La sécurité suffit. Si on reste en sécurité devant la porte, le gardien va ouvrir et il va donner accès à la matière qui est en dessous. Et pourquoi j'explique ça en profondeur, c'est parce que c'est la même chose dans la dynamique de guérison. C'est qu'on va aller chercher des solutions, on va aller essayer d'analyser nos symptômes et on considère que nos symptômes en fait sont des problèmes à régler. Et en faisant ça, ce qu'on fait en fait d'une certaine manière, c'est qu'on vient lutter contre nos gardiens, qui par définition sont des parts subconscientes qui sont plus fortes que nous. Parce que le gardien, c'est la part qui s'est mise en place après le trauma pour justement protéger ce qui n'a pas pu être digéré par manque de sécurité. Donc il a la capacité énorme, une vitalité, une force, une puissance phénoménale de garder en suspens, c'est comme si c'est une boule de feu en fusion, hein, l'énergie sympathique qui n'a pas pu aller à son terme, c'est une intensité d'énergie, une intensité de prana qui est phénoménale.
Et le gardien, en fait, a la capacité de contenir ça. Donc il a une vitalité qui est énorme, une force qui est phénoménale. Donc dès qu'on commence à rentrer en conflit avec nos propres gardiens, on est assuré de perdre la bataille. Et c'est pour ça que les gens qui en général essaient de lutter contre leurs symptômes, de guérir à tout prix de leurs symptômes, finissent par être en burn-out, par être en épuisement nerveux, parce que plus on lutte contre ces parts qui, par définition, c'est des parts inconscientes qui sont remontées à la surface et qui ont toute la puissance de l'inconscient pour nous protéger, c'est vraiment la réponse instinctive de l'organisme qui vient protéger. C'est une puissance qui est phénoménale. Quand on commence avec notre petit pourcentage de parts conscientes, parce que voilà, si je ne sais même pas si c'est un sens de donner des pourcentages, mais allons-y, on pourrait dire qu'on est conscient peut-être de 10% et encore, et 90% ça se passe en deçà de notre conscience, c'est l'inconscient qui gouverne. Donc vous imaginez bien qu'avec notre petite part consciente, commencer à lutter contre des ressources qui viennent des tréfonds de l'océan, on est forcément dépassé. On est forcément limité. Et quand on se met à s'opposer à ces parts-là, en fait, c'est comme si on se mettait face à une montagne qui était impossible à gravir et on finit par être même désespéré de simplement commencer. Et plus on va aller faire des guérisons, des retraites, des stages, des coachings avec cette énergie-là, plus ça va s'accumuler en fait. Parce que plus on cherche à se guérir, plus on devient cette personne qui est en train de guérir en fait, cette personne qui est malade. Parce qu'il n'y a qu'une personne malade qui peut guérir. Donc plus je vais chercher des solutions à mes problèmes, plus je vais nourrir aussi la nécessité d'avoir des problèmes. Parce que l'addiction aux soins, à la thérapie, aux retraites, etc., en fait, c'est une addiction à la personne qu'on est devenu, qui est une personne qui est en guérison. Donc, je suis quelqu'un qui travaille sur moi. Ça, c'est une identification phénoménale. Aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, c'est que c'est à qui aura le plus travaillé sur lui, aura fait les dernières méthodes à la mode, aura lâché des gros karmas. Alors si c'est pas le transgénérationnel, ce sera les vies passées. C'est pas les vies passées, c'est les vies galactiques, les vies extraterrestres. On n'en finit plus d'aller se nettoyer, d'aller se purifier. C'est fatigant. C'est fatigant parce que plus on se purifie dans cette dynamique-là, plus en fait on nourrit de l'autre côté l'addiction à la personne qui va mal et à la personne qui est en train de se guérir. Qui sont les deux faces de la même pièce. Si je suis une personne en train de se guérir, je répète, ça veut dire que je suis une personne qui ne va pas bien. Donc l'addiction fondamentale, en fait, c'est l'addiction, et toutes les addictions découlent de cette première addiction qui est l'addiction à la personne qu'on croit être. C'est ça. On est fondamentalement addict à la personnalité qu'on a créée, à l'histoire qu'on s'est racontée. Et c'est pour ça que quand je parle ici de conditions de la guérison, y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont physiologiques. Donc là, on peut parler proprement système nerveux, système glandulaire, système digestif, système circulatoire. Est-ce que les systèmes, l'état du corps, en fait, à l'instant T, a la vitalité, l'équilibre nécessaire pour pouvoir accueillir finalement les toxines ou les mouvements interrompus, si on appelle ça à un niveau émotionnel un mouvement interrompu. Est-ce que le corps a la vitalité à ce moment-là, la stabilité aussi nécessaire pour accueillir ce qui va être remis en circulation à travers l'activité thérapeutique, l'activité peut-être de transformation, d'actualisation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental qui est extrêmement bien documenté, notamment dans la médecine ayurvédique. Donc je vous invite à aller creuser de ce côté-là si vous voulez avoir plus d'éléments là-dessus, mais c'est quelque chose de fondamental. La première chose qu'on va aller faire si on voit un médecin ou un Védia en Ayurveda, quelqu'un qui est un praticien en Ayurveda, c'est qu'il va vérifier deux choses. Il va vérifier l'état de Vata Dosha, en fait, donc les éléments espace et l'élément mouvement, donc, qui est très relié notamment à l'état du système nerveux, parce que si mon système nerveux est très instable, je ne vais pas pouvoir recevoir clairement l'information, quel que soit le remède que je choisis de donner,
de prendre, si mon système nerveux n'est pas stable, en fait, je ne vais pas pouvoir accueillir correctement, pouvoir vraiment recevoir pleinement l'information du remède. Donc ça, c'est très important. Donc c'est l'état de Vata Dosha, donc c'est-à-dire l'état du système nerveux et des 5 souffles. Quand on parle des 5 souffles, c'est les 5 manifestations de Vata Dosha, donc qui est vraiment le cœur de mon travail aussi là dans l'Ayurveda, en fait, en tout cas la partie de l'Ayurveda que j'ai choisi d'approfondir et de développer en lien avec le système nerveux. Les 5 souffles doivent être équilibrés parce que c'est de l'équilibre de ces 5 souffles, de ces 5 divisions de Vata Dosha, qui va conditionner le bon placement de mon feu digestif. La force, l'équilibre, l'intensité, le bon placement de ce feu digestif dépend de mon système nerveux. Donc si on le dit en termes plus modernes, c'est en gros, si je ne suis pas en vagal ventral, mon système digestif n'est pas opérant. D'accord ? Mon feu digestif ne sera pas apte à digérer l'information. Donc ça veut dire qu'avant même de penser à un remède, de penser à un traitement plus ou moins complexe, c'est est-ce que j'ai la capacité de le recevoir et de le digérer correctement ? J'insiste là-dessus parce que le meilleur complément alimentaire, la meilleure ressource, le meilleur mantra secret de l'Himalaya donné par un gourou, si mon corps n'a pas la capacité de le digérer, je vais en créer une toxine de cet élément absolument fabuleux et miraculeux qui serait extrêmement bénéfique pour mon corps si je n'ai pas la capacité de le métaboliser. Donc si mon corps n'a pas la vitalité pour intégrer l'information de sa présence dans mon organisme et tous les mécanismes d'actualisation que ça va générer dans mon corps, il vaut mieux pas prendre le traitement. Donc c'est vraiment la première condition, si on va à un niveau physiologique, c'est ce que mon système nerveux a la stabilité suffisante pour aller dans une dynamique de transformation. Ça, c'est vraiment très important. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour aller vers la transformation ? Et il y a plein de moments, si on se pose honnêtement cette question, est-ce que je suis prêt à aller vers cette transformation, vers cette retraite, vers ce stage, vers ce remède, vers ce complément alimentaire, vers cette diète, vers cette détox ? Vous pouvez mettre ce que vous voulez, remplissez le blanc. On devrait d'abord se poser la question, est-ce que mon organisme, physiologiquement là, à l'instant T, et ça ne détermine pas de mon organisme dans son ensemble pour l'éternité, c'est juste là, à l'instant T, ai-je la capacité, la ressource, la vitalité pour digérer ce que ça va me demander dans mon système ? Et ça, c'est une question qui est essentielle, super simple. Si seulement on pouvait se poser cette question-là, il y aurait déjà, avec honnêteté, il y aurait déjà beaucoup d'actions qu'on n'entreprendrait même pas parce qu'on réaliserait qu'on est dans une phase qui est une phase plutôt d'intégration, une phase peut-être justement de digestion déjà de ce qu'on a mis en mouvement auparavant. Donc ça veut dire qu'on est peut-être déjà plutôt dans une phase de dépôt, de sédimentation, d'intégration d'une transformation précédente. Très important dans notre société moderne de se poser cette question-là, parce qu'on est dans un monde où tout change tout le temps, où on est surbombardé d'informations, donc on est tout le temps, d'une certaine manière, en changement et en transformation. Et pour pouvoir accueillir le changement, la première condition, c'est déjà d'avoir accueilli les transformations et les changements préalables à celui que je vais entreprendre. Très, très, très important. Donc je répète, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai la vitalité ? Est-ce que j'ai la capacité de digérer là ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de transformation ? Est-ce que là, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être d'un temps finalement de repos, un temps de me laisser tranquille, peut-être paisible, de ne rien faire, d'aller dans quelque chose qui est plus intégratif, qui est plus yin, qui est plus froid, qui est plus immobile, qui est plus onctueux et plus aqueux que quelque chose qui serait plus feu, sec, chauffant, activant, qui m'amènerait vers la transformation, peut-être de la confrontation, peut-être aussi une forme d'inconfort, au moins temporaire, le temps que ça revienne à un nouvel état d'équilibre. Ça, c'est une question... alors, je sais, pour certains d'entre vous, peut-être vous venez d'écouter le podcast pendant 20 minutes, vous me disiez, mais il enfonce des portes ouvertes. Je suis désolé si vous le prenez comme ça. Et peut-être que ça l'est. Mais je réalise avoir vraiment des gens en consultation au quotidien que c'est des questions que la plupart des gens ne se posent pas et que quand on les amène à simplement se poser ces questions-là, il y a toute une partie du système qui se relâche, qui se dépose. Parce que le fait même qu'on se pose la question,
il y a déjà plein de gardiens qui peuvent lâcher prise. Et l'idée, c'est pas tant la réponse à cette question, c'est le fait de se la poser en fait. Il y a un respect de soi, il y a un respect des rythmes du corps, il y a un respect des rythmes du vivant quand on se pose cette question-là. Il y a un respect aussi des différentes parties de soi. Parce que bien souvent, c'est pas une réponse catégorique, c'est pas forcément soit besoin de repos, soit besoin de transformation. Bien souvent, les deux sont vivants en même temps. J'ai des parts de moi qui ont besoin de repos et j'ai d'autres parts de moi qui ont aussi besoin de changement, besoin de nouveauté, besoin de liberté, d'exploration, de transformation, de se confronter à des parts inconnues, à des zones aveugles. Il y a vraiment, on est fait de multiples parts intérieures. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont dans des états de burn-out, de stress extrêmement intense, voire même de dissociation, parce que je vois de plus en plus de gens qui viennent en consultation ou aux formations qui ont des états complexes et avancés de dissociation, qui sont liés au fait qu'il n'y a plus d'accès en fait, à ces différentes parts de soi. Qui ont des besoins qui sont différents, qui peuvent être parfois contradictoires, paradoxaux. Et quand on a focalisé notre identité, sur notre identification sur une part de nous au détriment de beaucoup d'autres, bah, c'est ce qui crée à un moment donné une accumulation d'énergie, notamment une énergie émotionnelle, qui reste en fait, c'est comme si on faisait barrage à toute une partie de notre corps émotionnel, parce qu'il y a plein de parts dans notre identité telle qu'elle est qui n'ont pas le droit à l'expression. Et si je nie le droit à l'expression à beaucoup de parts de moi, bah, au bout d'un moment, je vais finir par activer des parts protectrices qui vont permettre de faire ce barrage et de continuer à exister malgré le fait qu'il y a plein de voix qui ne peuvent pas s'exprimer. Et plus ces voix ne peuvent pas s'exprimer, plus elles finissent par s'exprimer par le corps directement, donc directement par l'inconscient. Et elles se manifestent par des symptômes de différentes maladies. Et le corps manifeste, malgré moi, la rigidité, l'excès de feu et toutes ces choses-là que je ne peux pas voir. Parce que je ne me pose pas quelquefois des questions aussi simples que ça. Mais est-ce que je suis prêt à aller vers la transformation là ? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin maintenant ? Est-ce que c'est la priorité ? Donc, vraiment important, c'est la première chose que je voulais voir, c'est déjà de repositionner aussi le côté physiologique du système nerveux par rapport à ça. Et qui vient nécessairement, en fait, c'est une question de rapport à soi, qui vient forcément résonner sur le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue avec les parts de soi. L'autre aspect, qui est peut-être un aspect plus psychologique, plus identitaire, hein, dont j'ai un petit peu parlé là, mais qui est... comment expliquer ? J'ai parlé longuement dans l'épisode de podcast précédent du burn-out et du lien aussi à l'activité thérapeutique et de ce qu'on va trouver aussi du lien à maman. D'accord ? Donc, il y a dans le fait de vouloir guérir à tout prix une idée sous-jacente, une croyance, si on peut l'appeler comme ça, sous-jacente, que d'une certaine manière, je sais mieux que la vie. Quand la vie, mon corps, simplement manifeste un symptôme, c'est déjà l'énergie de vie qui est en train de s'actualiser. C'est déjà une énergie, un dossier sous-jacent qui est en train de s'exprimer. Il n'y a pas nécessairement besoin, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens aussi dans ce cas-là, et c'est un message qui est largement véhiculé de « mais si tu comprends d'où vient la maladie, ton corps est en train de te parler, tu dois écouter ces messages ». Je ne suis pas en train de critiquer le décodage biologique ou les messages des maladies, etc. Bien évidemment que chaque partie du corps vient parler d'une thématique particulière, etc. Parce que ça ne peut pas être autrement. C'est le jeu des résonances du vivant. Mais le fait de vouloir à tout prix comprendre intellectuellement comme condition sine qua non pour pouvoir accueillir, ça, c'est une surcompensation. On n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin de le sentir et de se permettre de le sentir.
Il y a cette idée sous-jacente, quand on cherche à comprendre les maladies et le sens qu'elles ont pour nous, il y a encore une idée de contrôle, de si je comprenais, j'aurais pas besoin de le vivre. Non, le fait que je vive une maladie, que je me sois cassé la cheville, etc., c'est pas parce que je suis à côté de mes pompes et que j'ai quelque chose à comprendre et que la vie me punit. La vie me punit pas. La vie s'exprime à travers mon corps. L'idée que la maladie est une punition parce que je ne suis pas assez conscient, c'est encore un regard judéo-chrétien et très enfantin. Quand je dis judéo-chrétien, aucune critique euh, sur les religions ici, c'est pas ça l'idée. Quand je dis judéo-chrétien, c'est dans le côté un peu culpabilisant d'un père céleste qui aurait une idée de comment la vie doit être pour moi et que soit je suis sur le bon chemin, soit je suis sur le mauvais chemin. C'est ça que j'entends. C'est pour ça que j'appelle ça une vision infantile. Parce que tant que je vois la vie comme il y a un endroit où je suis censé être et je n'y suis pas, je me rends extérieur à la vie et je me positionne en tant qu'enfant par rapport à une figure d'autorité, une figure d'attachement qui correspond à ma relation avec mes parents et justement à ces dossiers que je n'ai pas traités pendant l'enfance. Donc c'est tout le rapport au vivant qui est conditionné par ça. Donc remettre ça encore sur la maladie, ce n'est que valider encore une fois que je suis un enfant et que je suis impuissant et qu'il faudrait que quelqu'un me donne le sens de ma maladie pour que je puisse guérir. Non, quand mon corps est en train de manifester la maladie, ben c'est qu'il est en train de traiter le dossier. Donc il n'y a rien d'autre à faire que de dire merci à mon corps de faire ce travail-là. On retrouve dans cette dynamique-là de vouloir à tout prix comprendre les maladies, c'est si un jour je comprends pourquoi maman a été comme ça avec moi, c'est l'espoir à travers ça qu'elle aurait pu être autrement. D'accord? Donc, je sais mieux que maman, j'ai une idée, je sais mieux comment elle aurait dû être pour que moi je sois bien. Non, maman ou papa a été tels qu'ils ont été et je ne peux pas le changer. Dans mon corps, aujourd'hui, il y a une part de moi qui se sent blessée, insécure, impuissante face à ce qu'ils ont été pour moi à ce moment-là. Et c'est en connectant à cette part-là que petit à petit, je peux retrouver la sécurité. C'est-à-dire en accueillant cette part qui a justement été insécure, qui a été euh, apeurée, traumatisée, qui s'est figée à cet endroit-là. Et ça commence par dire merci à mon corps de traiter les informations que pour X raisons, justement par le fait que j'ai été blessé, que mon système est en survie, etc., que je n'ai pas pu complètement traiter à ce moment-là. Ça commence par un tout petit peu de compassion vis-à-vis de soi-même, de se dire, ok, je suis en surchauffe, je suis en suraccumulation d'informations, et je n'arrive plus à traiter consciemment, cognitivement toutes ces informations. Donc il y a une partie de mon corps qui le fait au-delà de ma conscience et qui traite sans que ça ait besoin de passer par la part consciente. Merci. Merci à mon corps de tenir la distance. Merci pour cette endurance. Merci pour cette capacité de métabolisation, malgré le fait que je sois dépassé par la situation. Et pareil, ça amène dans une dynamique qui est complètement différente de tant que je n'ai pas compris, je ne vais pas pouvoir commencer à digérer. D'accord? Donc, commencer à dire merci à son corps pour métaboliser, c'est reprendre les rênes de ma vie maintenant. C'est-à-dire, c'est être un adulte maintenant. Ah bah oui, là aujourd'hui, mon corps est en train de métaboliser pour moi. Merci. Ça, c'est être adulte. J'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour savoir pourquoi je suis malade, pour décoder symboliquement mes maladies. Je me positionne comme un enfant impuissant. Donc, même si en face, j'ai quelqu'un qui va me donner éventuellement une ressource par rapport à ça, je continue à nourrir l'identité de la personne qui ne sait pas, qui est impuissante, qui est dépassée, et qui fondamentalement a 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais qui n'a pas les rênes de sa vie, par définition. Donc, vous m'avez entendu dans beaucoup de podcasts dire, ou dans beaucoup de... Voilà, parce que c'est un peu des phrases chocs qu'on dit sur Instagram, de dire ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps.
Oui, c'est une manière d'interroger les gens pour se dire, ok, mais peut-être que je ne peux pas solutionner dans ma tête tous les problèmes, donc allons voir en interrogeant le corps. Mais fondamentalement, ça se passe aussi dans la tête, c'est-à-dire que c'est les histoires et le narratif que j'entretiens au quotidien par les paroles que je pose dans ma vie quotidienne qui maintiennent aussi mon système nerveux dans un état de survie. Donc là, j'ai donné 2 éléments qui changent le narratif, parce qu'à travers le changement de narratif, c'est surtout un changement de position systémique. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de positionnement qui permet à des parts qui étaient en mode défensif de voir qu'en fait, il y a de l'accueil, il y a de la sécurité, et du coup, ça permet au système d'être dans un mode réceptif plutôt que dans un mode protectif. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est aussi une approche du quotidien de se dire, ok, j'ai la possibilité, par les mots que je choisis d'utiliser et par le positionnement que je choisis d'avoir, de changer la possibilité de paysage de mon système nerveux. Et j'entends tout de suite les gens qui vont s'offusquer en disant mais oui, mais le paysage, enfin, ma capacité de verbaliser, etc., se pose aussi sur l'état de mon système nerveux. Oui et non. J'ai été encore et encore face à des gens en dissociation, en dorsale, etc., qui entretiennent un certain narratif. Et en leur proposant en 2 phrases, hein, juste de poser ce qu'ils viennent de dire avec d'autres mots, instantanément, leur système nerveux commence à changer d'état. Parce qu'instantanément, quand on pose d'autres mots, le système commence à respirer mieux, le système digestif les viscères commencent à se détendre, c'est instantané. Donc c'est pour ça, j'insiste là-dessus, parce que dans les conditions sine qua non à la guérison, en fait, on en revient aux besoins fondamentaux de base, c'est est-ce que je peux voir, entendre, écouter et sentir, vraiment goûter en fait ces parties-là. Quelle partie de moi va vers ce nouveau thérapeute, cette nouvelle retraite, etc. Et sans aucun jugement, juste de voir, ok, quand je vais pour cette retraite, est-ce que ça vient nourrir simplement le fait d'envisager de m'inscrire? Qu'est-ce que ça vient créer comme réaction dans mon corps? Qu'est-ce que ça vient activer? Est-ce que ça vient poser quelque chose? Est-ce que ça vient ouvrir quelque chose? Ou est-ce que ça me met encore plus dans un état d'impatience, de boulimie, de compulsion, de tension et d'hypervigilance? C'est très 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 important. Parce que ce que ça pose derrière, c'est que des actions beaucoup beaucoup plus simples, beaucoup moins coûteuses en temps, en énergie, en argent, peuvent être mises en place avec les ressources que j'ai déjà en moi aujourd'hui pour faire un pas dans la bonne direction. Et ce pas dans la bonne direction amène un autre pas dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction vers moi-même et dans une direction qui est inclusive des différentes parts de moi. Et à terme, c'est aussi ce qui va permettre que quand je m'offre un moment justement d'une semaine de retrait pour aller vraiment dans une immersion, un stage, ou un coaching ou quoi que ce soit, je peux vraiment en profiter et en goûter toute la profondeur et toute la subtilité. Voilà, il y a une grande différence entre le fait de rechercher, d'être constamment dans le manque de quelque chose, c'est-à-dire vraiment la quête qui est basée sur une peur et sur le manque, et une exploration en fait qui est basée sur un besoin de curiosité, un émerveillement, un enthousiasme de vivre et de découvrir la vie. Fondamentalement, une retraite qui est posée sur, ou un stage qui est posé sur le manque, la peur, le besoin de guérir à tout prix, etc., va souvent me mettre face à justement cette partie-là de moi qui n'est pas assez, qui n'est pas à la hauteur, qui manque toujours de quelque chose.
À l'inverse, une retraite, et je m'inscris à partir de ce besoin d'exploration, c'est-à-dire déjà la joie de se dire waouh, j'ai envie de voir ces gens-là, j'ai envie d'explorer ce sujet, euh, j'ai envie de revoir tel ou tel enseignante ou tel ou tel thérapeute. À partir du moment où ça vient dans ce besoin d'exploration, c'est l'inverse de l'enfant qui a été blessé, c'est l'enfant qui a une soif immense, infinie, de goûter la vie sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes et dans toutes ses couleurs. Donc voilà, j'en parle, il y a beaucoup d'éléments dans ce podcast. J'espère que ça vous parle et peut-être que ça demandera de chez vous, voilà, ça suscitera des questions pour on approfondisse certains thèmes, parce que ça pose beaucoup de questions. Mais j'avais envie d'aborder ce sujet qui pour moi me semble essentiel, particulièrement dans une année où bon, il y a beaucoup de feux. Alors je ne sais pas si c'est l'année du cheval de feu, je sais plus qui... on parle dans les trucs taoïstes, mais voilà, il y a en tout cas d'assèchement et de surstimulation des systèmes nerveux, et de plus en plus de cas de dissociation, malheureusement. Et ça me semble indispensable dans ces moments-là. Les cas de dissociation, c'est en fait le recours ultime qu'a le système nerveux pour se régénérer. Donc je sais que c'est difficile à entendre pour certaines personnes qui sont dans des cas de dissociation avancés, peut-être depuis longtemps. Mais comment ça, c'est une régénération où moi je me sens mal, parce qu'on perd les repères dans ces états de dissociation. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que le système nerveux a mis le bouton off pour qu'il puisse avoir la paix. Donc ce qu'on se donne à travers ces états de dissociation, c'est la paix, c'est le refroidissement ultime, pour pouvoir en fait se régénérer et retourner dans un moment qui puisse être un moment de transformation, de transmutation, où on peut réactiver le feu. Voilà, mais j'aurai l'occasion sûrement de parler plus profondément de ces sujets-là dans d'autres épisodes. Merci d'avoir écouté jusque-là, j'ai été un peu long aujourd'hui. Belle journée, merci encore pour votre présence, votre écoute, et à très bientôt. Bye bye.